Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. 53e anniversaire de notre veillante armée. La fête était belle hier matin sur le boulevard de l'Indépendance. Défilé et démonstration militaire, présentation de drapeaux, bref, tout était réuni pour magnifier l'armée malienne. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a dit que tout sera fait pour que cette armée soit à hauteur de mission. Les détails avec Amadou Sankari. Président de la République du Mali, chef suprême des armées. C'est sur une distance de plus d'1 kilomètre que s'est déroulé cet imposant défilé. L'assistance a vu passer successivement les différents corps des forces armées et de sécurité. Ici, pas de faux pas, puisque les troupes avaient procédé à plusieurs entraînements et même fait des tracés sur le boulevard de l'Indépendance pour savoir où exactement mettre le pied. Cette célébration du 53e anniversaire de l'armée qui intervient après la crise politico-sécuritaire que notre pays a connue constitue un nouveau départ pour elle. L'armée malienne est de retour. Je pense que tout ce qui pouvait en douter encore ont été édifiés ce matin. Nous avons vu là des hommes résolus, déterminés à défendre la patrie partout. Monsieur le Président, un message pour les hommes qui sont au nord du pays en ce moment et tous ceux qui sont venus pour aider notre pays. Nous comptons sur eux. Ils sont l'espoir du Mali. Et qu'ils sachent que nous ferons tout pour qu'ils soient dans les meilleures conditions de servir ce pays-là. Tout, je dis bien tout. Inch'Allah. Le top départ est donné pour la refondation. C'est évident, c'est clair. Que personne n'en doute. Auparavant, le président de la République, chef suprême des armées, a passé en revue les troupes au niveau de l'échangeur multiple à côté de la cité administrative. Revenons sur le boulevard de l'Indépendance. Pour ceux qui ont pu suivre l'événement en direct hier matin sur l'ORTM, vous avez sûrement constaté la solidarité internationale avec le défilé des troupes étrangères aux côtés des FAMA. Il s'agit de la Force Serval, de l'UETM et de la MINUSMA. Plusieurs invités, dont certains venus spécialement pour l'occasion, saluent la renaissance et la reconstruction de l'armée malienne prônée par le président de la République, Mohamed Diarra. Pour ce gigantesque défilé militaire pédestre, les pays amis ont manifesté une fois de plus leur solidarité avec le peuple malien. La force Serval était présente avec 2 sections aux côtés de leurs frères d'armes maliens. La mission de formation de l'Union européenne a défilé avec 4 pelotons de 15 éléments, parmi lesquels des militaires français, belges, allemands et espagnols. Le UTM est engagé dans la formation des unités combattantes des forces maliennes à Koulikoro. Aujourd'hui, 4 bataillons sont formés et opérationnels sur le théâtre des opérations. Autre présence remarquable au cours de ce cérémonial, ce fut celle de la MINUSMA. La mission onusienne est engagée au Mali pour la stabilisation de notre pays. 2 pelotons de cette mission ont défilé devant un parterre de personnalités politiques et militaires, parmi lesquels le ministre français de la Défense qui ne cache pas sa satisfaction de voir une armée malienne qui s'est reconstruite. C'était un défilé de très grande tenue, avec des forces maliennes qui donnent une très belle image de ce pays et qui sont en restructuration, mais je trouve très avancée, puisque la prestation et la qualité du défilé étaient vraiment remarquables. Je trouve que ce qu'il y a de plus important aujourd'hui, c'est la formation de l'armée malienne qui se fait à Koulikoro dans de très bonnes conditions, avec un soutien et une participation de l'Union européenne. Et ça va se poursuivre encore pendant 2 ans. Donc je garde de cette manifestation une très très forte impression. C'est un défilé impeccablement bien dirigé, et ça montre que l'armée malienne, c'est une armée très organisée, très bien formée. Et c'est l'espoir de tout le monde de voir que ça contribue à la prospérité de l'Afrique et du Mali en général. C'est impressionnant, je pense que ça montre que la nouvelle armée reconstruite est professionnelle, bien sûr le terrain, mais aussi dans le cérémonial. Et je pense que, comme la promesse du chef de l'État, il s'agit de bâtir une armée forte, une armée disciplinée, une armée au service du pays. Une très bonne fête. Et je crois que c'est réellement la renaissance de l'armée malienne est en marche. La forte présence des partenaires techniques et des forces étrangères à la cérémonie du 20 janvier témoigne, si besoin est, de la solidarité qu'exprime la communauté internationale pour le peuple malien.
À présent, partons sur les traces du caporal Fatoumata Sy. Cette femme soldat a défilé hier matin parmi les 4700 militaires et paramilitaires. Comment a-t-elle préparé l'événement et comment a-t-elle évacué les derniers stress avant d'entrer en scène? La réponse avec Garibou Pérou. À la tête de ce défilé se trouve une jeune femme. Il s'agit du caporal Fatoumata Sy. Elle est tambour-major, c'est-à-dire que c'est elle qui conduit la formation musicale militaire de ce lundi. Devant elle, la voie est balayée, pas une moindre présence humaine. Une dizaine de mètres la séparent des autres. Cet exercice sollicite le corps et l'esprit. Fatoumata Sy saisit énergiquement sa canne, la vérifie. Point besoin de gants pour les mains. Elle présente hautement sa canne de commandement et donne le ton. C'est le défilé militaire du 53e anniversaire de l'armée malienne. Les pas bien cadencés, direction bien précise, ils sont 4700 militaires à défiler à son rythme. Elle manie la canne merveilleusement au milieu des répertoires musicaux. Arrivée au niveau de la tribune présidentielle, elle mesure toute l'importance de ces gestes, car ici, aucun geste inapproprié n'est toléré. Il faut donc réussir cette étape. Elle tourne à droite et rend ses honneurs au président de la République, chef suprême des armées, tout en gardant la précision de ses gestes. Une dizaine de pas plus loin, le tambour-major tourne à gauche, coupe le ton et s'arrête à tout court. Quelle science, quelle précision. Civils et militaires se sont rendus compte que le métier tambour-major exige un génie, un certain savoir-faire. L'admiration s'impose, le caporal Fatoumata Sy vient de concrétiser son rêve de gloire militaire. Pérou, reporter, poète. C'est à Kati que se trouve la stèle dédiée aux braves combattants tombés sur le champ de l'honneur. Le président de la République a inauguré hier après-midi le dieu monument. Le Mali rend ainsi hommage à tous les combattants tombés pour la défense de la liberté et de la dignité humaine. Un reportage de Mamadi Koni. En érigeant une stèle dédiée aux morts pour le Mali sur la place d'armes de Kati, le gouvernement s'acquitte d'une obligation de mémoire et d'un devoir de reconnaissance. Un devoir de reconnaissance à l'égard de ceux qui ont donné leur vie pour que ces jours soient. Premier acte de cette cérémonie de reconnaissance, le président de la République découvre la stèle dédiée aux morts pour le Mali. Deuxième acte, Ibrahim Boubacar Keïta dépose une gerbe de fleurs au pied de cette stèle. Le chef de l'État dévoile ensuite le timbre-poste Le Serval, initié par la Poste de Défense en partenariat avec le ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information. Devoir de mémoire et de reconnaissance. Et je crois que cela est dû. Quand des hommes ont donné leur vie pour servir la patrie, je crois qu'en retour, ces hommes-là méritent que l'on se souvienne d'eux pour l'éternité. Que les générations sachent ce qui a été fait par ceux qui ont fils, par ces hommes-là pour le Mali. Pour le ministre de la Défense et des anciens combattants, la symbolique de la date du 20 janvier s'est enrichie au fil de notre histoire pour atteindre un contenu désormais universel. Nous rendons donc hommage en ce jour aux résistants tombés lors de la conquête coloniale, aux héros inconnus de la lutte pour l'indépendance du Mali, aux défenseurs de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale, aux soldats maliens et étrangers tombés pour la libération des régions du nord de notre pays. Depuis plus de 5 décennies, notre pays participe à des missions de maintien de la paix en Afrique et hors du continent. De 1960 à tout récemment, le Mali a fourni plus de 2000 hommes, militaires, gendarmes et policiers, qui ont été déployés du Congo à Haïti, en passant par l'Angola, le Burundi, la Centrafrique, le Darfour, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Rwanda et la Sierra Leone. Le ministre de la Défense et des anciens combattants s'est également réjoui de la contribution de la communauté internationale pour le retour de la paix au Mali. Par un juste et éloquent retour de l'histoire, nous avons eu droit à un engagement total de la part de nos amis quand nous avons été à notre tour confrontés à une terrible tragédie. Pour la libération des régions du Nord, pour le rétablissement de son intégrité territoriale, pour la sécurisation de ses populations, notre pays a bénéficié d'une solidarité internationale
d'une ampleur exceptionnelle à travers la MISEMA, les forces armées tchadiennes en intervention au Mali, la MINUSMA et Serval. Nos pensées vont en cet instant aux valeureux combattants amis tombés lors des affrontements et dont le sacrifice scelle à jamais un pacte de sang entre nos peuples. Pour conclure, le ministre Soumeylou Bouboué Maïga dira que les forces armées maliennes sont totalement mobilisées pour assumer les exigences impératives et immuables que sont la défense et la préservation de l'intégrité territoriale. Et c'est à Sébéninkoro, en commune 4 du district de Bamako, que seront construits les 850 logements sociaux pour l'armée malienne. Et c'est juste après le défilé militaire que le président de la République a procédé à la pose de la première pierre de ces bâtiments. Ibrahima Traoré, compte rendu. C'est une première au Mali, des logements sociaux pour l'armée. La construction de 850 habitations démarre ici avec la pose de la première pierre par le président de la République. Un cadeau du 20 janvier, mais aussi un espoir pour les futurs ménages. Le chef de l'État engage ainsi un ambitieux programme qui vise à doter les forces armées de sécurité d'un cadre de vie décent. J'ai toujours été indigné des conditions faites à nos soldats, à ceux qui servent la patrie, au risque de leur vie. Visitant Kati, nouveau chef du gouvernement en 1994, tout le Mali a vu mon indignation et mon émotion vive. Et c'est de là qu'est partie la première idée de la programmation militaire. Je suis dans cette même veine aujourd'hui et que le gouvernement est tenu à mettre de manière prioritaire ce programme dans ces activités mettent un grand soulagement. Et vivement que ces maisons soient terminées, que nous ayons un nouveau quartier avec des familles de militaires à l'aise et en confort, comme ils le méritent, comme ces familles le méritent. Et je pense que ce n'est qu'un devoir de la nation auquel nous avons sacrifié ici ce matin avec bonheur. Vivement d'autres chantiers dans d'autres régions du Mali, que l'ensemble national soit couvert de sites de ce genre au profit des forces armées et de sécurité. La construction de ces logements sociaux s'effectue dans le cadre d'un partenariat public-privé entre l'État et la CIFMA. Ces logements seront bâtis en deux types. Les travaux dureront entre 14 et 16 mois. Il s'agit de faire un aménagement urbain et un pôle de développement en réalisant tout ce qu'il y a comme commodité, voirie, assainissement, apport de l'électricité, amener de l'eau potable et maintenant réaliser les bâtiments. Il y a deux types de maisons, c'est-à-dire des F3 qu'on appelle deux chambres, communément deux chambres et un séjour, c'est-à-dire un salon et une salle à manger, et des F4, et trois chambres plus un séjour, c'est-à-dire salle à manger plus coin et repas. Le coût total de la réalisation des bâtiments n'a pas été précisé. Autre fait marquant de la cérémonie, la remise des couleurs nationales au président de la République par les enfants. Visiblement très ému, Ibrahim Boubacar Keïta indique à l'assistance et notamment au corps diplomatique que l'acte de ces tout-petits est très symbolique. C'est d'une symbolique très forte. Ces jeunes montrent la voie. La défense nationale n'a pas de l'apanage des seuls militaires, des gens en uniforme. La défense nationale concerne tous les citoyens d'un pays. Tous ceux qui sont conscients que la souveraineté se construit au quotidien, se défend au quotidien. Tous ceux-là sont en devoir de participer d'une manière ou d'une autre à la défense nationale, qui est multiforme, qui est complexe, qui embrasse tous les aspects de la vie. Et je suis très très heureux. Vous avez vu ces chérubins aujourd'hui me brandir un drapeau du Mali et me l'offrir. Je dis, cela nous rappelle tous au devoir sacré de défendre la patrie et que le drapeau du Mali ne tombe plus jamais. Et le président de la République d'inviter ses compatriotes à plus de patriotisme pour bâtir le Mali nouveau. Le chef de l'État a eu droit enfin à un agréable bain de foule très encadré par les forces de sécurité. C'était là donc les temps forts de la fête du 20 janvier. À présent, quel modèle de citoyen pour un Mali démocratique et laïque? C'est à cette question que le mouvement des jeunes patriotes pour la défense du Mali tente d'apporter des réponses. C'était au cours d'une conférence débat que les jeunes ont animée pour commémorer le premier anniversaire de leur association. Un reportage de Batraoré. Le mouvement des jeunes patriotes pour la défense du Mali, MJPDM, a aujourd'hui 1 an.
C'est pour marquer cet événement que cette conférence débat est organisée. Les jeunes entendent la mettre à profit pour expliquer le rôle du citoyen, ses droits et devoirs pour un Mali démocratique et laïque. Les responsables du MJPDM sont convaincus qu'il faut aujourd'hui un nouveau type de citoyen pour un Mali nouveau. Pour nous, notre vision, c'est que ce pays-là doit bâtir un nouveau modèle de citoyen qui a confiance en lui, qui a confiance à son pays, qui a confiance à ses dirigeants et qui pense que l'avenir peut être meilleur pour lui. Pour ce faire, les autorités actuelles qui sont aux affaires doivent mettre tout en œuvre pour que les conditions nécessaires soient créées pour former ce modèle de citoyen. Le MJPDM entend mener des actions pour un changement de comportement du citoyen. Les actions que nous menons, c'est aller dans ce sens-là, la formation d'un nouveau modèle de citoyen, la sensibilisation et l'information des citoyens pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle pour vraiment un Mali meilleur. Rappelons qu'en une année d'existence, le mouvement des jeunes patriotes pour la défense du Mali s'est illustré dans des actions citoyennes telles don de sang à l'armée et collecte de fonds pour les sinistrés des dernières inondations. Le village de Karaba, dans la commune de Songoua, cercle de Koutiala, dispose désormais de son statut de village fédéral. La certification de l'acte de reconnaissance par le service de l'assainissement qui a fait l'objet d'une manifestation populaire s'est déroulée samedi dernier. C'était sous la présidence des autorités administratives et communales de Koutiala. Artem Sikasso, le reportage de Daouda Diakiti. Cette signature confirme le statut de village propre ayant mis fin à la défécation à l'air libre. Elle est le couronnement d'un long processus basé sur la stratégie participative de prise en charge de l'hygiène et de l'assainissement en milieu rural. Le premier critère, c'est que chaque famille est dotée d'une latrine équipée d'un dispositif permettant de limiter la prolifération des mouches à partir des fosses. Deuxième aspect, c'est que chaque famille, chaque membre de la famille doit déféquer dans cette latrine. Et troisième critère, c'est que la latrine est équipée d'un dispositif savon plus eau ou savon plus centre. Une approche innovante, dite assainissement total piloté par la communauté ATPC, mise en œuvre par le gouvernement à travers le département de l'environnement et ses partenaires dont l'UNICEF, vise la promotion de l'hygiène et de l'assainissement. Les avantages sont très palpants. Vous avez vu, en fait, le premier, c'est qu'il y a une diminution du taux de morbidité, de mortalité infantile, ce qui est très, très fondamental. Là, la santé est préservée et nous avons les coûts de santé sont diminués. Donc, en fait, ça amène un développement local. Occasion pour les autorités locales de saluer cette initiative qui contribue à réduire fortement les risques sanitaires liés à l'insalubrité et aux pratiques malsaines. L'assainissement est vital pour la santé, en ce sens qu'il permet de réduire les maladies diarrhéiques et la mortalité infantile, de contribuer à la lutte contre le paludisme et d'améliorer le développement physique et intellectuel. Les différents messages des habitants de Karaba, suivis de la visite des latrines équipées des dispositifs de lave-mains et la découverte de la plaque de certification ont été les temps forts que les populations de Karaba ont accueillis en liesse. Place à présent à la chronique santé consacrée à l'activité de la glande thyroïde. Cette glande est placée au niveau de la gorge et elle peut provoquer une maladie quand elle produit trop d'hormones. Elle peut encore provoquer une autre maladie si elle produit peu d'hormones. Dans les deux cas, les spécialistes vous parleront d'hypo ou d'hyperthyroïdie, des maladies qui peuvent se manifester au niveau de divers organes, ce qui fait que le patient peut longtemps errer avec son mal avant d'arriver chez le spécialiste qu'on appelle endocrinologue. Les explications de Tchessira Dabeli. La thyroïde est une glande située ici dans la partie avant du cou sous la paume d'Adam. Elle a la forme d'un papillon et sécrète des hormones indispensables à la croissance osseuse, au développement mental, à la stimulation de la consommation d'oxygène des tissus et à la transformation des graisses et des sucres.
Quand les hormones sécrétées par cette glande sont insuffisantes, cela provoque une maladie appelée hypothyroïdie. Mais quand ces mêmes hormones sont en excès, cela donne une maladie appelée hyperthyroïdie. Quand il y a une hyperproduction hormonale, les signes permettant de reconnaître cela, c'est donc la tachycardie, c'est-à-dire le cœur bat très vite, c'est des palpitations, le sujet sent que ça bouge dans son poitrine, il y a de la diarrhée, il y a de l'amaigrissement et il y a les troubles du sommeil et des troubles caractériels, angoisse, irritabilité. Donc tout cela peut se retrouver chez le malade, mais parfois pas ensemble. Et c'est ce qui fait errer le diagnostic. Donc si c'est simplement le digestif qui est au premier plan, le sujet a tendance à aller chez le gastro-entérologue. Si c'est le cardiaque qui est en premier plan, il a tendance à aller chez le cardiologue. Mais tout vient de là. Et tant qu'on ne traitera pas la thyroïde, ces symptômes ne disparaîtront jamais. Mais est-ce qu'il y a des symptômes physiques aussi? Ces symptômes physiques, c'est essentiellement l'augmentation de volume de ce corps thyroïde. Et c'est son augmentation de volume qui fait qu'on l'appelle goitre. Le deuxième élément, dans cette certaine forme, dans ce qu'on appelle la maladie de Basedow, qui est une forme particulière, il y a l'exophthalmie, c'est-à-dire les yeux de la personne sortent. Dans le monde, l'hyperthyroïdie touche environ 2% de la population contre 1% pour l'hypothyroïdie. Par ailleurs, 80% des personnes souffrant de ces maladies sont des femmes. Ces deux affections s'expliquent par un faisceau de causes, parmi lesquelles le terrain génétique qui fait que tout le monde, dans les mêmes conditions, ne développera pas une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie. La composante génétique est là, mais aussi parfois des facteurs environnementaux, tels que les stress qui peuvent être un facteur déclenchant de certaines hyperthyroïdies. Mais dans le contexte de l'hypothyroïdie, par contre, qui est l'hypofonctionnement de la glande, ça peut être une absence d'iode, une insuffisance d'iode dans l'alimentation. D'où la politique nationale d'iodation des aliments du sel pour essayer d'endiguer cette partie hypothyroïdie. La prise en charge de l'hyperthyroïdie et de l'hypothyroïdie se fait correctement au Mali. En fonction de leurs causes et de leurs manifestations, les spécialistes associent prise d'hormones et opération chirurgicale du goitre, une des manifestations physiques de la maladie. Quand on prend l'hyperthyroïdie, qui est donc l'hyperfonctionnement de la glande, normalement, on doit freiner cet hyperfonctionnement. Donc, ce freinage peut se faire par des médicaments qu'on appelle des antithyroïdiens de synthèse. Certains peuvent poser quelques problèmes à certaines personnes, on peut ne pas pouvoir le supporter, ou bien la chirurgie, ou bien l'iode radioactive. Donc, nous, présentement au Mali, nous avons surtout les médicaments. Et quand on stabilise la personne, on peut aller au versant chirurgie. Le chirurgien joue un rôle central dans le traitement des goitres. Il joue un rôle de diagnostic pour reconnaître le goitre, parce qu'il y a plusieurs types de goitres, mais également pour traiter le goitre, parce qu'il y a des goitres qui sont traités médicalement, mais qui terminent par la chirurgie, qui arrive donc à enlever le goitre. L'hypothyroïdie, qui est donc le non-fonctionnement de la glande, soit parce que ça ne fonctionne pas parce qu'il y a une lésion de la glande, ou bien il a été enlevé, ou bien il y a une carence en iode, c'est plutôt l'hormone qu'on doit donner. En fonction du type de goitre. Par exemple, si c'est un goitre avec hypofonctionnement de la thyroïde, la chirurgie est une solution définitive au goitre. Mais il y a des médicaments qu'on va donner, des hormones qu'on va donner aux malades après l'intervention pour assurer la fonction thyroïdienne. Maintenant, si c'est une hyperthyroïdie, ça peut être effectivement une solution définitive à l'hyperthyroïdie et il n'y a même pas de traitement après, parce qu'à ce moment-là, la thyroïde peut fonctionner avec une fourchette d'hormones normales. Il n'y a pas longtemps, les personnes souffrant d'hypothyroïdie ou d'hyperthyroïdie se promenaient longtemps avec leur mal. Aujourd'hui, l'information aidant, beaucoup arrivent à temps chez les spécialistes qui, dans le diagnostic, commencent d'abord par différencier l'hyperactivité de l'hypoactivité de la glande thyroïde. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'info serait le soir avec Nyanya Aliou Traoré. Bonne suite des programmes de l'ERTM.